Bien, merci à tous. C'est vrai que c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Et je ne fais pas souvent cours, donc me retrouver dans l'amphi ici, ça me fait beaucoup plaisir. Et puis de vous voir tous, c'est bien. Donc on va parler aujourd'hui des questions qui sont aujourd'hui sur la vie qu'on suppute que l'on aura demain avec les robots. Et sans trahir trop la trame de ce qu'il va y avoir, vous allez bien voir que ces questions sont d'ordre actuel, liées aux fantasmes, aux peurs, aux angoisses qu'on peut avoir avec les robots. Mais ce que j'espère vous montrer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le fait de côtoyer les robots va changer de nature ces questions, mais on va en débattre tout à l'heure. Tu ne l'as pas dit, il y a à peu près une petite heure d'exposé, on va dire, puis après 3/4 d'heure de questions, de débats, échanges avec vous, que j'espère fertiles. Alors, j'ai placé en bas là, les différentes icônes des endroits où je suis quand je ne suis pas ici. Donc, bon, l'école de Cognitique, c'est ici, bien sûr. Mais quand je vadrouille un peu partout, je vais chercher des idées, je colporte un peu ces éléments. Donc, au sein du laboratoire, l'IMS, où on travaille, au sein de l'ISCC, qui est l'Institut des sciences de la communication du CNRS, qui est donc un institut à Paris, dans le 13e arrondissement, qui est autour des sciences de la communication. La revue Hermès, qui est une revue du CNRS, à Paris aussi, mais dans le 16e arrondissement, qui est une revue donc, de sciences humaines et sur laquelle on cherche à travailler ces idées autour de la cognition et de la communication. La Fondation Cognition, c'est un regroupement d'une 50aine de laboratoires en France autour des sciences cognitives, dont font partie bien sûr cette école ici. Et puis le ministère donc, où je travaille pour ce qui est prospectif au niveau du lien que l'on peut établir entre les sciences humaines et les sciences exactes. Et bien sûr, mon dada là-bas, c'est les problèmes de robotique collaborative et comment on va pouvoir faire travailler des chercheurs en sciences humaines et des chercheurs en robotique. Et ça, c'est la fin de l'exposé. Alors, les robots arrivent, c'est une évidence. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais l'année 2015 a été une année dans laquelle il y a eu beaucoup de manifestations, et surtout des manifestations publiques, des manifestations d'ordre je veux dire, associatives, on a vu beaucoup de robots apparaître un peu partout, et des vrais robots. Pas seulement des idées ou des romans de robots qui allaient arriver, mais des vrais robots. J'en veux pour illustration. Le numéro de l'Express cette semaine, c'est pas pour faire de la pub pour l'Express, c'est parce que chaque semaine, il y en a un, entre l'Express, Le Point, le Nouvel Obs, etc., qui place un robot en tête de gondole, parce que c'est des choses qui font vendre, qui font, vous voyez, encore une fois, les prodiges de l'IA, mais dessous, c'est ses promesses, ses risques. Donc à chaque fois, c'est une espèce d'interrogation. Ok, ils arrivent les robots, mais qu'est-ce qui va se passer? Les 4 affiches que j'ai présentées là, c'est au mois de novembre dernier. Il y a eu simultanément des conférences, différentes formes, des conférences publiques ou des apérobots, vous voyez, donc des choses qui sont des éléments un peu plus festifs pour voir les robots. Si vous avez manqué les épisodes précédents, si vous étiez, je sais pas moi, parti pendant un an ou enfin quelque part loin, comme un navigateur sur la mer, eh bien vous avez peut-être manqué ce film que je vous invite à revoir sur YouTube. Vous avez l'URL. C'est un film très très graphique, très joli, fait par un photographe, fait par quelqu'un qui a un sens de l'esthétique très fort et qui nous parle de tous les robots. Et vraiment, c'est un éventail de tous les robots dans le monde actuellement qui sortent des laboratoires, qui sont en train d'envahir le monde, notre monde quotidien, mais pas avec quelque chose de dramatique, avec au contraire quelque chose de très, très positif mais qui questionne. Alors, je me servirai aussi d'un exemple qui est Berenson. Le robot qui est au musée du Quai Branly, j'en reparlerai un petit peu vers la fin. C'est un robot qui a cette allure-là, comme vous le voyez à gauche. On reconnaît que donc l'humain est à droite, le robot est à gauche. Et c'est un robot qui a encore besoin des gens pour fonctionner. On en parlera un petit peu, mais on peut se poser des questions sur son autonomie, sa capacité à visiter un musée et donc à vous accompagner dans l'émerveillement des œuvres d'art dans un musée. Petit flashback. Beaucoup d'entre vous, enfin en tout cas les plus âgés, moi en partie, ont vécu ces 20 années-là. Il a fallu 20 ans pour que l'ordinateur passe du prototype à l'outil indispensable de tout travail de bureau. On appelait même la bureautique. Il a fallu 20 ans pour ça. Donc l'échelle de temps qui est entre la robotique, le début, et maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Vous voyez, comment on peut regarder avec ces flashbacks sur quelque chose qui nous a percuté dans notre vie autant que le micro-ordinateur, qu'est-ce qu'il a fallu finalement pour mettre en place ces éléments qui sont, le robot étant un peu la continuité de ça. Donc il n'a fallu que 20 ans entre les premiers micro-ordinateurs, là celui de Commodore qui était quand même un grand moment à programmer,
Et puis l'annonce de Bill Gates de Windows 95, qui est vraiment l'entrée de l'OS Windows dans la vie courante avec Internet Explorer qui est associé à Windows 95, donc 20 ans seulement. Prenons quelques exemples chronologiques. En 2004, la DARPA, donc la DARPA, vous connaissez peut-être, hein, c'est un organisme américain qui finance des études technologiques. La DARPA, il y a l'armée bien sûr, la DARPA lance en 2004 un challenge de voitures autonomes. Donc vous avez, ce sont les pages Wikipédia hein, sur lesquelles vous pouvez aller vous référer, soit pendant la conférence, soit après. Il demandait à ce qu'on puisse avoir une machine qui se déplace de manière autonome, qui utilise un GPS, donc qui fonctionne de manière complètement autonome et qui fasse en moins de 10 heures un circuit qui faisait 150 miles. Vous voyez. Voilà. Eh bien, en 2004, aucune des équipes qui étaient mises sur le départ n'a réussi ce challenge-là, puisque c'est marqué, il y en a un camion il y en a un favori qui a pris feu au bout de 13 km, vous voyez, enfin, etc. Quoi. Il y a un camion qui s'est perdu dans le désert, etc., bloqué par un buisson, enfin bon. Donc en 2004, aucune équipe au monde n'est capable de faire un véhicule autonome. Vous voyez, je veux en venir, hein, évidemment. 2005, le challenge a été reproduit, et là, il y en a qui ont réussi quand même à faire des choses. Aujourd'hui, vous savez que les voitures autonomes, c'est une entrée de Wikipédia, c'est un véhicule qui est complètement opérationnel, il y en a qui circulent, qui font des millions de kilomètres. Il n'a fallu que 10 ans entre le lancement du challenge de la DARPA et la réalisation effective d'un véhicule autonome. Les problèmes qu'on a actuellement pour rendre le véhicule autonome quotidien pour tout le monde, c'est des problèmes d'ordre d'assurance, d'ordre de responsabilité, donc, des problèmes financiers, ça coûte encore un petit peu cher, mais je veux dire qu'on est vraiment à l'aube d'avoir soi-même des véhicules qui seront des véhicules complètement autonomes. Donc il va falloir redessiner les habitacles, il va falloir repenser toute l'automobile dans son enfin, vraiment de fond. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Eh bien, certains théoriciens essayent de mettre en avant des idées qui sont des idées qu'on serait peut-être, avec un développement exponentiel des choses et des technologies, on serait arrivé dans ce qu'on appelle la deuxième moitié de l'échiquier. C'est une analogie faite par Kurzweil, donc on en reparlera après, un des papes de la singularité. L'analogie avec une histoire qui est complètement fictive, qui est celle de l'inventeur du jeu d'échecs, qui aurait demandé à un roi indien de se faire payer en grainerie, en mettant un grainerie sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, etc. C'est en fait avec une exponentielle de 2, sous-entendu que le faible mise de départ 1, 2, 4 graineries cache complètement le fait qu'au bout de 2 puissance 64, quand on arrive à la fin de l'échiquier, il faut plus que la production mondiale sur plusieurs années pour arriver à assumer ce volume-là. Donc, d'après Kurzweil et d'autres, en fait, il y aurait un changement un peu cognitif, un changement au niveau de la pensée humaine qui se situe aux alentours du milliard. Le milliard, c'est 2 puissance 30. Donc, quand on arrive à avoir des chiffres manipulés jusqu'au milliard, on est sur des zones qu'on peut comprendre. Quand on est au-delà, c'est irraisonnable. J'ai pris un autre exemple pour vous montrer. Si vous prenez une feuille de papier et que vous la pliez en deux, une fois, vous la repliez en deux, comptez 2 fois, 3 fois, etc. Si vous la pliez en deux 30 fois, vous obtenez 100 km de haut pour votre feuille de papier. On voit bien qu'on n'arrivera jamais à plier une feuille de papier 30 fois. Mais 30 fois, ça paraît un chiffre faible, mais 2 puissance 30, c'est déjà énorme. Donc l'esprit humain ne comprend pas l'exponentiel et ne peut pas travailler avec l'exponentiel. 2 chercheurs américains du MIT en économie, Britt Johnson et puis McAfee, ont sorti ce livre qui vient d'être traduit cette année, enfin en 2015, donc chez Odile Jacob, vous avez la présentation là, qui est un livre de vulgarisation qui se comprend très bien et qui pose l'histoire de la machine. On serait, d'après eux, dans le deuxième âge de la machine, c'est-à-dire en fait dans cette deuxième partie de l'échiquier. Le premier âge de la machine étant lié à la vapeur, à l'électricité, donc aux éléments techniques qui mettent en œuvre des rouages et donc qui a mis la révolution industrielle en œuvre. Et on aurait donc un deuxième partie qui serait lié au numérique et donc qui serait lié à cette révolution de l'information et qui amènerait des machines d'un nouveau type. Évidemment, ce sont les robots qu'ils ont en ligne de mire. Leur théorie, c'est de dire qu'on a à la fois de l'abondance des biens, mais surtout une inégalité très forte générée par ces machines et par ces informations. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce deuxième âge de la machine, en fait, il place
pour essayer d'avoir des données datées, si vous voulez, il place ça à partir du moment où on a cette multiplication par 2 qui finit par aboutir à des choses exponentiellement incontrôlables ou incompréhensibles. Il se base sur la loi de Moore. Vous connaissez la loi de Moore qui dit que tous les 18 mois, on est capable, enfin, la technologie va doubler la capacité de calcul des machines. C'est quelque chose qui est vérifié depuis les années 50, et tous les 18 mois, on a des ordinateurs et des calculateurs qui sont 2 fois plus puissants, de 18 mois en 18 mois. Eh bien, on arrive à une exponentielle de 2, et quand est-ce que c'est ce 2 puissance 30 ? Quand est-ce que ça arrive ? Eh bien, Brynjolfsson et McAfee ont choisi de façon complètement arbitraire de prendre la date de 1958, qui est la date où le bureau économique américain a pris la première fois l'entrée technologie de l'information comme étant une entrée qui était productive en termes de biens et économique, si vous voulez. Donc, pour eux, 1958, c'est l'année où on a pris conscience que les technologies de l'information avaient un impact économique. C'est arbitraire. Et si on prend 1958 et qu'on fait 32 pour avoir l'échiquier, à la moitié de l'échiquier, c'est 32. 32 itérations de 18 mois, et bien on arrive en 2006. Alors, évidemment, ça dépend du point de départ qu'on prend, ça dépend de l'itération qu'on va avoir, etc. Mais on a, sur les années, le début des années 2000, ce passage où on aurait percuté la première moitié de l'échiquier pour rentrer dans cette deuxième moitié. Ils en donnent 4 exemples. Premier exemple, ils disent la Xbox, mise sur le marché en 2010 par Microsoft, a résolu un problème que les roboticiens n'étaient pas capables de faire jusqu'à présent, qui était qu'un robot puisse connaître, en explorant une scène, puisse se faire une représentation de la carte dans laquelle il circule. Et bien ça, c'était un problème algorithmique que les roboticiens n'arrivaient pas à résoudre, jusqu'au jour où Microsoft a lancé sa Xbox, où il y a eu la Kinect aussi de Wii, enfin, c'est pareil, c'est le même principe, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est le problème inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de gesticuler devant une machine, qui est donc une console de jeu, si vous prenez cette console de jeu et que vous la mettez sur un moteur et qu'elle va explorer l'espace, eh bien elle est capable à la fois de contrôler son exploration et de faire une cartographie de l'espace. Donc 2010, pour les roboticiens, est une année qui est une année symbolique dans le passage d'une capacité de calcul d'exploration de l'espace. 2011, c'est la sortie de l'iPad 2. L'iPad 2, il rappelle juste que c'est la même puissance de calcul que le Cray 2 de 1985. 1985, la machine qui calcule le plus fort, avec le plus volume énorme dans le monde, c'est le Cray 2. D'accord ? 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, c'est l'iPad 2 qui a la même puissance de calcul et qui est bien sûr une machine courante vendue. 2011, c'est aussi l'année où Watson a remporté le jeu Jeopardy. Je pense que vous connaissez cette anecdote-là. C'est un programme d'IBM qui est capable de répondre à un jeu de type question pour un champion et de remporter ce challenge. Et puis les années 2000 et quelques, 2010 et quelques, j'ai mis 2015 parce qu'en 2015, Peugeot, on parle toujours des constructeurs étrangers, en fait PSA est un constructeur français qui a fait circuler entre Paris et Bordeaux, pour le colloque à Bordeaux ITS qui a eu lieu en octobre 2015, il a fait circuler, c'est un véhicule de type Citroën, un C4, complètement automatisé, peut-être que tu étais au colloque. Et enfin, en tout cas, cette voiture-là a fait les 600 km entre Vélizy et puis Bordeaux-Lac, sans aucun contrôle humain. Donc avec un conducteur, parce qu'on est obligé d'avoir un conducteur, mais sans aucun main sur le volant. Donc on est capable, de façon opérationnelle aujourd'hui, de faire entrer dans la circulation urbaine des véhicules entièrement autonomes. Alors, quelle est la compétition actuelle du DARPA ? Si le DARPA a réussi en 2004 à instiller dans l'idée des technologues de faire des véhicules autonomes et que 10 ans plus tard ça existe, quel est le dernier challenge du DARPA ? Eh bien, si vous n'avez pas suivi les événements de 2015, le challenge du DARPA a été de faire un robot qui, vous avez la liste des choses, soit capable de conduire un véhicule, se déplacer dans des décombres, retirer des débris, ouvrir des portes, monter une échelle, utiliser un outil pour percer un panneau en béton, rechercher et fermer une vanne, connecter un tuyau d'incendie, etc. Et donc tout ça était le cahier des charges de ce que devaient faire des robots complètement autonomes, et plusieurs équipes au monde ont compétité. Certaines n'ont pas réussi, mais plusieurs ont réussi à faire l'ensemble du challenge. Et donc l'IHMC, avec qui on a quelques collaborations, c'est un institut qui est
en Floride, il compétitait et est arrivé second. En fait, c'est une équipe coréenne qui est arrivée premier. Parce qu'ils ont coiffé sur le poteau l'équipe de Floride. Ils ont réussi à faire toutes les choses à faire en un peu moins, quelques minutes de moins qu'eux. Donc actuellement, dans le monde, plusieurs équipes sont capables de faire des robots qui réalisent l'ensemble des choses que vous avez vues avant. Alors, il va falloir très rapidement que vous ayez ces trois noms en tête, ces trois robots-là. Watson, qui peut donc gagner au jeu Jeopardize, qui va sans doute révolutionner la recherche d'informations dans le monde, que IBM voue à faire de l'informatique médicale, que IBM va dédier à faire du soin, donc des capacités techniques pour pouvoir aider les thérapeutes. Mais à mon avis, c'est un angle simplement. Le champ est beaucoup, beaucoup plus large. Deuxième robot, Baxter, dont on parlera, mais le temps de préparer Mediapo, son petit frère est déjà sorti. Donc en fait, il y a Swift qui vient de sortir, un autre robot qui est plus compact, plus petit, moins cher, et qui fait donc de la robotique collaborative. C'est un travailleur qui est capable, avec ses deux mains, de faire des tas d'opérations manutentionnaires ou de précision pour monter des choses. Et puis ce troisième robot, Atlas, qui est encore dans les laboratoires, mais quand il va sortir, il a toutes ces compétences qui sont là. Donc, force est de constater qu'aujourd'hui, la force physique et mécanique de l'humain peut être remplacée par des machines. C'était les automates et toute la révolution industrielle. Mais la nouveauté, c'est que la force du raisonnement, la cognition, peut aussi maintenant être couplée à cette force physique à travers les robots. Bon, ce sont des images illustratives, bien sûr, pour ancrer l'esprit. Et donc, à bon sens, tel que je présente le propos, tel qu'on le travaille dans cette mission prospective au ministère de la Recherche, il y aurait 5 questions sur lesquelles on a besoin, la société, les laboratoires de recherche, les entreprises qui fabriquent des robots, de travailler ensemble, parce que les angoisses et les peurs humaines face à cette montée et cette réalisation de robots un peu partout, eh bien, 5 questions peuvent être posées à propos de ce qui est vivant et ce qui n'est pas, à propos de comment on va travailler demain avec ces robots, qu'est-ce qui fait qu'on peut ou non, qu'est-ce qui autoriserait à tuer ou non les robots militaires, les robots sexuels avec les désirs et les fantasmes de tout le monde, bien sûr, et puis l'humain augmenté. Et donc, c'est ces 5 questions qu'on va travailler ensemble. Alors, la première, sur le vivant et l'intelligence, je vous ramène à l'excellent article paru dans Mind en 1950 de Alan Turing, qui a posé dans cette revue les bases de ce que c'est qu'un ordinateur. 1950 quand même, donc les ordinateurs n'existaient pas beaucoup. Dans le même article, il explique qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur. Il explique qu'on va fabriquer des ordinateurs pour calculer et faire des tests d'intelligence, remplacer l'intelligence humaine, si vous voulez. Il montre un exemple de ce que pourrait être, et c'est le dialogue que vous avez là, la discussion avec un ordinateur intelligent, et il met 9 objections à l'intelligence artificielle qu'on va voir ensuite. Dans son esprit, à Turing, une machine serait considérée comme intelligente si elle était capable de disserter avec un humain sur la poésie, de faire du calcul également, mais vous voyez, la question additionnée 34 257 et 70 765, la machine prendrait 30 secondes et répondrait 105 621. Bon, personne n'a fait le calcul. Il y a une erreur de calcul. C'est exprès. D'accord ? Donc Turing, il dit, voilà, la machine répondra au bout de 30 secondes, et en fait, il y a une erreur de calcul dans le résultat, et après, il serait capable de jouer aux échecs, etc. Voilà. Donc, quelqu'un qui fait du calcul approximatif, qui raisonne un peu sur le force bridge, sur le poème et ce qu'on peut avoir, et qui est capable de jouer aux échecs, mais pour lui, c'est un esprit humain. Et son test, le fameux test de Turing, c'est dire si une machine arrive à bluffer ou non un humain. Très rapidement, le débat a évolué depuis Turing, puisqu'il y a John Searle qui a fait la chambre chinoise en expliquant que l'algorithmique était un petit peu différente. Paul et Patricia Churchland ont développé la pièce lumineuse en expliquant qu'on n'a peut-être pas toutes les clés actuellement pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Bref, le débat en intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qui est du domaine de la sémantique, qu'est-ce qui est du domaine de la syntaxe. Est-ce qu'en mettant des mots côte à côte, en faisant de la syntaxe, on arrivera à faire émerger du sens? Est-ce que c'est du domaine de l'humain,
Est-ce que la machine arrivera à faire ça? Bon, les débats sont encore là. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir à l'article de Turing. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder combien il est cité. Il a quand même un H factor qui est quand même pas négligeable, à titre posthume, bien évidemment. Mais vous voyez que Turing, ses papiers sont très cités, mais peut-être serait en train de décroître, on voit, et notamment le papier, le fameux Computing Machinery and Intelligence de 1950. Mais je suis prêt à parier qu'il va remonter. Parce que la dernière partie de cet article-là n'a jamais été exploitée, c'est celle-ci, où en fait il donne 9 objections à l'intelligence artificielle. Il donne 9 points en disant, quand on aura une machine qui bluffera un humain, qui lui fera croire qu'elle est intelligente, qu'est-ce que les humains vont dire face à ça? Première réaction, c'est la réaction théologique. La machine n'a pas d'âme, donc elle n'a pas de faculté de penser. Eh bien, Turing prend chacune des objections, celle-là en premier, et il les démonte. Il dit voilà, il n'y a peut-être pas de faculté de penser sur une machine parce qu'il n'y a pas d'âme, mais si Dieu laisse faire aux humains des machines, quelque part il en assume une responsabilité. C'est-à-dire que peut-être que Dieu laissant faire les humains, il laisse faire aux humains la possibilité d'avoir une âme dans la machine. Et pour exemple, il dit, Dieu a laissé faire aux humains d'autres êtres humains. Qui fabrique l'âme des enfants? Est-ce que ce sont les parents ou est-ce qu'il y a un autre événement? Et donc du coup, il arrive à mettre le doute dans ceux qui ont des compétences théologiques ou des certitudes ou des pensées ou des orientations. Il arrive à mettre le doute en disant que finalement ce qu'on fait avec les robots, en l'occurrence c'était les machines à l'époque, les calculateurs, eh bien peut-être que c'est la même chose que faire un enfant. Bon, je lui laisse ses responsabilités. Deuxième objection, celle de l'autruche. Je préfère pas savoir. Si jamais ma machine était pensante, qu'est-ce qui se passe quand je l'éteins? Est-ce que je la tue ou non? Bon, je préfère pas y penser et rééteindre ma machine, la rebooter régulièrement. Il y a comme ça tout un tas d'objections. La seule qui est vraiment une objection pour lui, c'est celle de la perception extrasensorielle. Dans son jeu du test de Turing, si jamais, vous connaissez le jeu, on fait passer quelqu'un pour quelqu'un d'autre, s'il se passe des choses au niveau extrasensoriel, quoi, eh bien à ce moment-là, effectivement, les machines n'arriveront jamais à aller au-delà du sens humain, parce qu'on les fait avec nos sens. On les fait avec la voix, donc le son, la vue, le toucher, etc. Donc on cale nos sens sur ce qu'on peut faire sur une machine. Et si l'intelligence et la faculté de penser est due à des choses extrasensorielles, eh bien on ne les mettra pas en œuvre là-dedans, bien sûr. Alors, très rapidement, mais je crois que je vais accélérer un petit peu, ce qui est amusant quand même, c'est que Turing, qui est quand même quelqu'un qui était un extraverti de première, je ne sais pas si vous avez vu le très, très bon film qui est passé sur lui il y a 1 an et demi peut-être, Imitation Game, il montre bien le personnage. C'est un mathématicien très introverti, donc très, très, très peu expansif. Et ce qui est amusant, c'est qu'est-ce qui pour lui fait qu'une machine est intelligente. Et donc il dit qu'une machine est intelligente quand elle est capable de faire ça. Et les gens, eux, disent qu'une machine n'est pas intelligente parce qu'elle n'est pas capable de faire ça. Alors, dans les exemples que les gens donnent de ce qui montrerait qu'un humain est un humain par rapport à une machine, il dit qu'une machine n'arrivera jamais à être gentil, ingénieux, beau, convivial, d'avoir de l'initiative, le sens de l'humour, le bien et le mal, les erreurs, apprécier la fraîche chantilly, etc. Enfin, il donne ces exemples-là, et en expliquant à chaque fois que dès qu'on a formulé le contre-exemple, eh bien, il suffit de le programmer. Et donc du coup, une machine arrivera toujours, quand on lui dit « elle ne sait pas faire ça », eh bien, on rajoute le truc à l'algorithme, et du coup, la machine sait le faire. Le 8e argument, je vais le passer de côté. Pour ceux qui sont intéressés, il y a pas mal d'URL dans lesquelles on peut discuter avec une machine qu'on appelle ELISA, qui a été faite dans les années 60 pour passer le test de Turing. Voici un exemple où elle me dit non, c'est moi qui lui dis à la machine, je suis content de discuter avec vous. Elle me dit ah ben non, on discute de vous, pas de moi. Elle me demande mon nom, je réponds. Elle me dit que ça ne l'intéresse pas. Alors je lui demande qu'est-ce qui l'intéresse. Voilà, vous voyez, le dialogue, qui est un vrai dialogue, fait sur cette URL-là. Bon, il faut le faire en anglais. L'analyse syntaxique est en anglais. Mais vous voyez que vous avez des choses qui peuvent être bluffantes. Sachez que ce programme ELISA a été inventé en 1966. Qu'est-ce qui se passera quand des machines de ce type-là, d'accord, auront en plus une interaction vocale avec nous? Eh bien, certains répondent directement, attention, on est en train de faire n'importe quoi, et il faut faire attention à ça. À nouveau 2015, une pétition est sortie, avec quelques chercheurs un peu importants, sur la mise en garde
de ce qu'on fait en intelligence artificielle. Donc, prise de conscience de la part du monde scientifique. À raison ou à tort, on en discutera après. Moi, j'en veux aussi un exemple d'un endroit où je suis, donc pareil, c'est en mars 2015, vous voyez, un festival robot sur le droit, fait à la fac de droit de Sceaux, qui est une des plus grosses facs de droit de Paris. Et il y a des gens, donc, comme par exemple Ben Soucian, qui est montré ici, qui est un juriste, et qui prône vraiment le besoin de cadrer juridiquement l'apparition des robots, parce qu'ils vont arriver bientôt. Il faut savoir, quand on aura un robot, qui sera responsable des actes qu'il va faire. Plus prosaïquement, ce que je retiens moi de ce colloque-là, ce qui est intéressant, c'est les gens d'Aldébaran qui disaient que le problème qu'ils ont avec le droit et le robot, c'est que quand ils font de l'exportation de leur robot Nao, ils ne savent pas si sur les droits de douane, il faut cocher jouet, automate, ou bien figurine humaine. Enfin, je ne sais plus quoi, il y a 3 niveaux. Les droits de douane ne sont pas les mêmes, selon qu'on fait l'un ou l'autre. Et donc, un des problèmes qu'ils ont, Aldébaran, c'est quand ils font de l'exportation de matériel, eh bien, 9 fois sur 10, il y a des problèmes avec le côté juridique de la douane. Le concept de robot n'existe pas comme objet à exporter. Bon, l'idée évidemment derrière tout ça, c'est que le robot, on voudrait savoir s'il a une âme ou non. Vous connaissez sans doute aussi ce principe de la vallée de l'étrange, qui consiste à dire que plus un robot va ressembler à un humain, plus on va avoir de répulsion par rapport à lui. La répulsion, c'est plus franche. Donc il faudrait qu'un robot ne soit pas humain, soit pas complètement humanoïde. Des chercheurs japonais ont essayé de travailler sur la ressemblance la plus plausible et la plus possible. Vous avez 3 personnes. Alors les robots, c'est ceux qui sont devant, c'est ça? Voilà. Les robots sont devant au premier plan et les 3 personnes sur lesquelles sont calés les robots sont derrière. Vous voyez, c'est des choses qui sont assez saisissantes. Il faut même réfléchir un peu pour savoir qui. Donc le chercheur est au milieu et puis vous avez un Américain qui travaille beaucoup aussi sur ce domaine-là. Enfin, les Japonais sont très friands de ce côté clair-obscur, où on ne sait plus trop où est la réalité. Côté occidental, je dirais, on a aussi le grand Sigmund qui nous a fait un très bel écrit qui s'appelle Unheimlich, que vous pouvez retrouver, qui s'appelle L'inquiétante étrangeté, où justement il montre ce côté, quand est-ce qu'on a ce passage entre on reconnaît à quelqu'un le statut humain ou non, et donc on reconnaît ce côté comme nous, voilà, avec l'esprit. Donc le côté animé des robots qui va nous faire penser qu'ils sont intelligents et qu'ils sont animés avec une âme, c'est quelque chose qui va à mon avis apparaître dans les années qui viennent de façon très forte. Et un point de résolution ou de réponse qu'on peut prendre, c'est les 9 objections de Turing. La deuxième question qui va vraiment nous angoisser dans les mois qui viennent, c'est comment les robots vont se positionner sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'on a eu la mondialisation qui a sorti complètement d'Europe tout un tas de manufacturiers et d'entreprises de production parce qu'il y avait de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre va échapper à la race humaine. C'est-à-dire qu'on a maintenant des robots qui vont arriver pour prendre vraiment tout ce qui est travail manuel des humains. Alors, faisons un petit point là-dessus. Il y a le PIPAM, qui est un organisme interministériel de prospective, qui a pondu un rapport il y a 2 ans sur le développement de la robotique industrielle, donc de la robotique personnelle aussi, et qu'est-ce que c'est que l'état actuel il y a 2 ans, l'état actuel des robots. Il y a des revues comme la revue L'usine nouvelle, qui régulièrement fait un état aussi de qu'est-ce qui se fait en robotique. Donc vous avez là les 50 champions de la robotique française, avec des entreprises qui se mettent en place, donc des bras, des robots faits pour les usines. Il y a également le mode d'emploi du robot collaboratif, avec toutes les capacités qu'on peut avoir d'interaction, d'échange avec l'humain. Enfin, tout ça, c'est entièrement préparé et ça existe avec Baxter. Et puis, il y a des études qui sont des études sur qu'est-ce qui est automatisable et qui reste du côté de l'humain. Dans ces études-là, il y a notamment celle de Osborne qui donne un chiffre glaçant qui dit que la moitié des emplois sont menacés à très court terme. D'ici 20 à 30 ans, la moitié des métiers que vous connaissez va disparaître. Pour lui, les professions qui vont disparaître sont, c'est marqué, comptable, auditeur, vendeur, agent immobilier, secrétaire, pilote d'avion, économiste, les gens personnels médicaux pour soigner les gens, etc., enfin même médecin.
Et les emplois les moins menacés seraient les psychanalystes, les dentistes, les athlètes, les membres du clergé, écrivains, jardiniers, cuisiniers, différents modes de réparation, les réparateurs, les charpentiers, etc. Donc, comment s'y retrouver là-dedans? Eh bien, une autre personne, un autre auteur, qui s'appelle David Autor, a essayé de cartographier un peu le travail pour y voir clair, en disant que les classes moyennes s'effritent complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 niveaux, quelque part, d'emploi, qui sont 1, 2, 3. Bon, je ne sais pas si c'est ces chiffres-là qui met exactement les niveaux, mais vous avez les emplois donc, de cadres au sens d'organisation, les gens qui vont, les managers, donc les emplois qui sont les emplois du milieu de la hiérarchie sociale, et puis les emplois qui sont les emplois vraiment de service à la personne, ou bien même les métiers de bouche, c'est-à-dire que les gens, les métiers qu'en France on ne considère pas assez, qui sont pourtant tout un tas de métiers d'avenir. Eh bien, ce que disent ces auteurs-là, dont Autor, c'est que le niveau 2, qui est le niveau intermédiaire, est un niveau qui est vraiment menacé. Pour lui, il fait un classement entre le travail routinier et le travail non répétitif, vous voyez, donc le travail qui va changer un peu tout le temps, et puis un deuxième axe qui est le travail manuel ou le travail cognitif. Eh bien, on revoit là ces éléments, tout ce qui est pour lui métier de contact humain et métier d'artisanat, qui sont donc des métiers soit intellectuels, soit manuels, mais en tout cas qui sont non répétitifs, sont des métiers qui ont encore vocation à exister. Par contre, les métiers routiniers, qu'ils soient manuels ou qu'ils soient cognitifs, donc les métiers, même les métiers juridiques par exemple, sont des emplois menacés pour lui dans ce qui va arriver. Alors, vous voyez, quand je vous dis que c'est des questions qui, je sens, ça glace certains qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Bon, certains d'entre vous sont en études, ceux qui sont en études ici, fort heureusement les métiers liés à la cognition sont des métiers d'avenir. Ceux qui sont plus âgés, qui auraient des enfants, voici quelques conseils. Orientez vos enfants vers des métiers où il y a un travail sensorimoteur, donc un travail qui est un travail de l'esprit, qui va jouer entre la sensation et donc l'action. Tout ce qui est autour des compétences d'idéation, donc de réflexion, les travails de reconnaissance des formes, sur lesquels les reconnaissances des visages ou des reconnaissances comme ça, les humains ont encore beaucoup d'avance sur les machines. Et puis tout ce qui est autour de la communication complexe, puisque bien sûr, tout ce qui est la diplomatie, tout ça, un robot n'est pas capable de faire ça. Mais même en sachant ça, c'est des métiers, si l'éventail des métiers diminue, et bien sûr, il y aura plus de concurrence là-dessus. Voilà. Face à ça, d'autres économistes, comme Gordon par exemple, nous annoncent une autre bonne nouvelle, qui est que la croissance est terminée. C'est-à-dire que les 30 glorieuses qu'on a eues, qu'on a cru qui étaient 30 années de prospérité de 45 à 75, ne sont finalement qu'un épiphénomène dans le temps. Et que même tous les technophiles qu'on a aujourd'hui ici, qui disent on vit un monde super, il y a plein d'inventions, regardez le CES de Las Vegas, là, tous les trucs qu'il y a eu. Mais Gordon il dit regardons posément les choses. Sur les 40 ans qui séparent 1860 de 1900, il y a eu des inventions comme l'ascenseur, le moteur à explosion, le métro, underground, le téléphone, l'ampoule électrique, le cinéma, la TSF, l'air conditionné. Tout ça en une quarantaine d'années. Ce sont des choses qui ont profondément changé notre mode de vie et notre liaison à l'environnement. C'est des choses qui nous impactent au quotidien de façon drastique. On pourrait se passer d'aucun de ces éléments-là. Il prend 40 ans, alors évidemment il choisit la bonne dose. Mais si on prend 40 ans entre 1975 et 2015, qu'est-ce qu'on a? Le micro-ordinateur, le smartphone et point barre. D'après lui, Gordon, tout ce qu'on a sont des choses qui refont les mêmes choses qu'avant, mais finalement les avions maintenant ne vont pas plus vite qu'il y a 50 ans. Tant qu'on n'a pas inventé des trucs comme la téléportation, des choses comme ça, on n'a pas trouvé des inventions qui vont profondément changer notre idée. Et il rappelle donc que le Cray 2, le Cray 2 en 85 est complètement la même chose que l'iPad 2 maintenant. Donc on a effectivement des machines qui calculent plus vite, mais on n'en fait pas plus. Il reconnaît que le smartphone est une invention qui bouleverse notre mode de communication, notre mode de mobilité, mais finalement c'est la seule qu'il trouve en une quarantaine d'années. Alors, c'est pareil, je vais passer peut-être un peu plus vite pour essayer d'aller vers les autres questions, mais l'histoire de la productivité ou la production, si vous voulez, il y a une chaîne qui se fait, c'est-à-dire que quand on a besoin de moins de travail
pour fabriquer quelque chose, forcément ça va baisser le coût. Si ça baisse le coût, ça augmente le marché. Si ça augmente le marché, ça demande à ce qu'il y ait plus de monde. Donc on pourrait penser à un cercle un peu vertueux là-dessus. Si les robots nous piquent du boulot, eh bien du coup, les choses qu'ils vont fabriquer seront moins chères, donc on va en avoir besoin de plus, et donc du coup, il faudra des gens pour encadrer les robots. Vous voyez, il y a une espèce de... La nature aurait horreur du vide, peut-être qu'on pourrait trouver un équilibre nouveau. Mais il dit, Gordon, ça dépend de l'élasticité de la demande, qui n'est pas formelle. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous aurez, à votre 15e smartphone, vous en aurez marre. Quoi. Vous n'avez que demain, vous n'avez pas besoin de tous ces smartphones. Donc finalement, la productivité n'est peut-être pas nécessaire là-dessus. Et puis, les autres éléments qu'il donne. Surtout, il explique que depuis les années 90, donc depuis la fin avérée des 30 Glorieuses, où on sait que ça ne reviendra pas, l'emploi s'est complètement découplé de la productivité. Et on revient sur Bryn Johnson et McAfee, qui disent qu'à partir du moment où le salaire moyen est complètement décorrélé de la médiane, vous savez, quand vous avez des grands volumes, vous regardez la médiane et la moyenne. La moyenne, c'est ce qu'en moyenne les gens gagnent. La médiane, c'est la ligne à partir de laquelle vous avez la moitié des gens d'un côté et la moitié de l'autre. Donc si la moyenne et la médiane sont ensemble, ça veut dire qu'en fait, on a une courbe de répartition à peu près normale, donc en l'occurrence des salaires. Actuellement, c'est vraiment distendu. C'est-à-dire qu'en fait, la moyenne est très élevée et la médiane est restée... Donc en fait, il y a très peu de gens qui gagnent beaucoup. Voilà, c'est ce qui se passe. Et ça, il y a un problème, c'est que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, il peut acheter des machines. Si ces machines-là font du travail, il va gagner plus d'argent, etc. Et donc du coup, on arrive à ce qu'ils disent. On a une abondance de biens, mais on a une dispersion complète de cette capacité à acheter les biens. Et on tombe sur une nouvelle expression qui existe au niveau économique, qui est qu'on est dans un marché où le gagnant rafle la mise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul numéro 1, et après que des numéros 2 ou des derniers numéros. Vous n'avez plus une hiérarchie des entreprises qui existe. Donc la robotique vient dans un monde dans lequel la croissance serait terminée, dans lequel il n'y a pas tant d'innovation que ça, et dans lequel les salaires et le travail sont en prise avec des choses comme ces histoires d'abondance et de dispersion. Donc la robotique ne vient pas aider les choses. Troisième question, sur les robots armés. On appelle ça les SALA, c'est les systèmes d'armes létales et autonomes. Ça existe. Voici un robot fabriqué par Samsung qui ne fait pas que dans le smartphone. Des robots qui seraient des robots que l'on pourrait déployer, par exemple, à la frontière nord-coréenne pour essayer d'éviter, pour faire des vrais no man's land. Voilà. Avec ça, si vous voulez, vous avez des robots qui tuent tout ce qui bouge. Tout ce qui est plus gros qu'un chat sera tué. Voilà. Bon, on ne sait pas très bien comment ils sont réparés. Le truc qui tombe en panne, le mec qui vient le réparer, on ne sait pas comment il va faire. Il faut qu'il court vite en repartant derrière. Bon. En tout cas, ces robots existent. Les robots dans l'armée sont fantasmés par deux choses dans notre imaginaire. C'est les drones. Vous avez à gauche la salle de commandement des drones, de pilotage des drones français. Les drones français ne sont pas armés, ce sont des drones de reconnaissance qui prennent des photos. Les drones américains sont armés et sont capables effectivement, sur impulsion du pilote, qui est donc à distance, de tuer. Pour l'instant, ça reste sous l'impulsion du pilote à distance. Mais on pourrait imaginer des algorithmes qui conseillent au pilote de tuer, voire même des algorithmes qui prennent directement l'initiative, parce que le pilote n'a pas tout vu. Donc on va vers des robots autonomes tueurs. L'autre concept, c'est le robot Big Dog, américain aussi, de Boston Dynamics, qui est un robot qui est, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, c'est absolument terrifiant. C'est un robot qui est capable de porter des charges et qui le fait exactement sur n'importe quel terrain, puisque là c'est un terrain accidenté, il porte des charges. Voilà la situation. Qu'est-ce qu'on a pour réfléchir? On a l'Académie des technologies qui nous fait un rapport récent, donc 2013, sur la robotique militaire, qui explique vers où on va et ce vers quoi il faut aller, enfin pas trop aller quoi. Et puis on a, à nouveau en 2015, des campagnes pour empêcher les robots tueurs. Donc prise de conscience de la population dans cette même année 2015 sur le fait que les robots pourraient tuer. Mais qu'est-ce qu'on a? Le robot Big Dog là, qui apparaît là, vous voyez, dans une revue, alors je ne sais plus quelle revue c'est ça. Bon, je ne sais plus quel site web j'ai pris là-dessus, il faudrait que je remette un peu plus mes éléments. En tout cas, pourquoi Hawking, qu'on a vu tout à l'heure, a peur, et a raison d'avoir peur? Parce que le calcul intelligent, etc. Et en même temps, un mois plus tard, on a une autre information, en janvier, que l'armée américaine arrête d'utiliser ce robot.
Pourquoi elle arrête de l'utiliser? Parce qu'il fait trop de bruit. Et donc quand vous avez un robot qui porte des charges et qui dit partout « je suis en train de porter, je suis en train de porter », enfin, il fait « couic, 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 couic ». C'est pas intéressant pour des militaires. Alors, Boston Robotics a essayé de faire la même chose, mais en moins bruyant, avec des moteurs électriques. Le problème, c'est que la charge utile, elle est à 150 kg. La batterie, elle fait 130 kg. Il reste 16 kg de charge utile après, une fois que le robot est électrifié. Donc on sent bien que ça a beau être Google, parce que, j'ai pas dit, mais la société qui fabrique ce robot a été rachetée par Google il n'y a pas très longtemps. Google a racheté beaucoup de sociétés de robotique. Eh bien, pour l'instant, l'armée américaine dit « ça n'est pas possible, ça ne sert à rien ». Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Je veux corréler ça quand même avec d'autres études. Une de l'armée française, pareil, sur la revue DSI, qui est une revue spécialisée quand même pour les militaires, qui dit que les robots de combat, eh bien, finalement, ça ne sert pas beaucoup, parce que les robots qui vont aller explorer, ils ne peuvent pas le faire avec la même chose que les humains. Il y a des risques là-dessus, etc. Il y a des blogs qui disent « mais si, il y a beaucoup de robots qui arrivent ». Donc on est dans une espèce de flou dans lequel il faut croire à quelqu'un, et selon à qui on croit, eh bien, on pense d'un côté ou de l'autre. Toujours pour éclairer votre réflexion, l'interdiction des robots, ce n'est pas nouveau, puisque, à nouveau, une page piquée de Wikipédia, à propos de l'arbalète, en 1139, il y a eu un concile à Latran qui a dit que, franchement, c'est pas bien l'arbalète, parce que l'arbalète, si vous voulez, ça permet de tuer les gens sans que ceux qui sont tués puissent riposter. Donc il y a un déséquilibre complet. Et seront excommuniés les gens qui ont... Donc il ne faut pas utiliser l'arbalète, c'est pas bien. Ça a été réaffirmé plus tard par le pape suivant, ça a été interdit par différentes... Voilà. Bon, ça n'a pas empêché Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste de développer les arbalétriers, etc. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc arrêter les robots militaires, c'est bien, mais qui va les arrêter? Pourquoi? Comment? Alors, on trouve des sites plus pragmatiques, comme celui-là, qui vous montrent la liste des drones qui existent et quels sont ceux qui sont dangereux. Donc en fonction du drone que vous voyez en l'air, vous savez si vous avez risqué quelque chose ou non. Vous avez l'échelle en bas de l'arbre avec de la personne. Vous voyez que donc certains robots sont quand même, enfin certains drones sont assez forts, quand même, assez grands. Et selon le pays fabricant ou selon vous avez l'icône du pays. Et puis il y a les robots de surveillance avec le petit œil. Et puis les robots tueurs, je ne sais plus lesquels c'est. Il y a une autre icône qui apparaît. Donc voilà. Donc vous avez comment survivre en pays dronisé. Quatrième question, parce que je voudrais en arriver au débat derrière. Les désirs et les fantasmes. Donc évidemment, il ne faut pas se voiler la face. Le robot sexuel, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Est-ce que le sexe sera normalisé par les robots dans l'avenir? C'est-à-dire qu'en fait, les robots vont influencer notre façon d'avoir des rapports sexuels ou non? Je ne sais pas. Un article paru assez récemment, Paris en 2015, annonce que dans 70 ans, ça sera la norme. 70 ans, moi j'ai un doute, hein, parce qu'il y a déjà des choses qui existent. Vous avez à droite Roxy, il y a 3X. C'est une poupée qui est pour l'instant pas très animée, mais par contre elle a une peau qui a une texture complètement humaine, et donc qui doit permettre à certains de fantasmer pas mal. Je t'enverrai les diapos si tu veux. Je crois que c'est François Moreau. Et donc ces robots vont apparaître assez vite, et pas plus tard que cet été, le Aldebaran, toujours, qui a été donc racheté par SoftBank, une boîte japonaise, a développé un robot qui s'appelle Piper. Alors vous me direz, l'attirance sexuelle de Piper est peut-être pas, elle saute pas aux yeux. Hein. Piper a été déployé dans un magasin Carrefour de la région parisienne cet été. Il y a 7 Piper qui sont en place là-bas. Je ne suis pas encore allé voir, mais j'aimerais bien aller voir comment c'est, pour donner des conseils aux gens qui veulent acheter du vin ou qui veulent acheter, vous voyez. Donc vous avez une tablette, et puis le robot vient vers les gens et leur parle. Dans le mode d'emploi de Piper, je vous ai traduit le mode d'emploi, hein, il est interdit d'utiliser Piper pour des actes ayant comme objectif un comportement sexuel ou indécent. C'est marqué dans le mode d'emploi, sous peine de perte de garantie, la garantie s'arrête, voilà, Piper est interdit en acte sexuel. Donc si les constructeurs commencent à mettre ça, c'est que quelque part on sent bien qu'il y a des gens qui vont s'amuser à détourner l'affaire. Les plus anciens se rappelleront avec émotion quand même le fameux 3615 ULA. J'ai retrouvé une vidéo de démonstration de comment ça marche pour les plus jeunes qui n'ont pas connu 3615 ULA. Et vous avez une vidéo pour aller voir comment les gens fantasmaient sur un écran de télétexte.
Donc on est loin des capacités vision actuelles. Mais 3615U là a été vraiment un summum du Minitel Rose. Le Minitel a fonctionné parce qu'il y avait le Minitel Rose. D'accord ? Certains grands acteurs actuels du numérique, de la téléphonie ont fait fortune grâce au Minitel Rose. Et un tiers du flux Internet actuellement est encore utilisé par les flux de vidéos porno, etc. Donc, ce n'est pas un épiphénomène, si vous voulez. 30%, on ne peut pas dire que c'est un épiphénomène. On retrouve des gens qui réfléchissent là-dessus. Certains disent qu'il faut les condamner, d'autres il ne faut pas le faire. Il faut les interdire, on n'y arrivera pas. C'est comme pour les robots tueurs. Donc voilà. Plus pragmatiquement, moi, j'ai essayé de retrouver les fameux Fundaware de Durex. Ça fait 2 ans que j'ai repéré que ce truc-là allait exister, non pas à des fins personnelles, bien évidemment, vous imaginez. Mais à titre purement intellectuel, pour ceux qui auraient raté les 2 ans qui viennent de se passer, donc Durex est une marque connue pour les sous-vêtements, enfin très serrés au poids du corps. Ils ont annoncé en 2013 qu'ils produisaient des sous-vêtements avec vibreur intégré et pilotage du vibreur sur un smartphone à distance. Voilà. C'est annoncé en 2013. Aujourd'hui, j'ai fait une recherche, comme si je voulais en acheter, et j'ai demandé, donc Fundaware, acheter. Regardez l'URL sortie par Google récemment. Ce sont toutes des chroniques de la même date, c'est-à-dire en fait de 2013, de avril 2013, au moment où c'est sorti. Les seuls qui en parlent sur le web actuellement, même si on veut acheter ça. Bon, évidemment, je n'ai pas poussé mon investigation au-delà de Google. J'aurais pu aller payer de ma personne en étant à Paris, il y a certaines rues qui sont bien spécialisées là-dessus, et aller voir si ça existe ou non. Mais je soupçonne que ça n'existe pas. C'est cet outil qui paraît phénoménal, qui paraît fantasmé, enfin, qui nous fait fantasmer, j'imagine, enfin, voilà, n'existe pas. Alors qu'en fait, il pourrait exister. Donc c'est qu'il n'a pas de public, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pas pratique à porter, ça tient trop chaud, je ne sais pas, il y a bien quelque chose. Le seul site que j'ai trouvé qui s'appelle Joli, qui est un site allemand, il y a une vidéo qui explique comment fonctionnent les Fundaware en question. Et donc vous avez effectivement l'image du corps et vous pouvez toucher le corps en question pour faire des vibrations à distance. La personne s'amuse, donc on a la vidéo qui apparaît, vous avez la vidéo, on la voit là qui est là. La personne qui a fait cette vidéo-là s'amuse à les utiliser. Visiblement, ça ne marche pas bien. Le problème, c'est que c'est en allemand, j'ai rien compris. Je suis désolé. Je n'ai pas poussé l'investigation plus loin. Mais en tout cas, je vais dire que c'est un produit qui n'existe pas vraiment. Alors, j'ai regardé sur le CES de Las Vegas là, dernièrement. Qu'est-ce qui est sorti? Eh bien, voilà à nouveau des nouveautés qui sont sorties. On sent bien que c'est des choses qui sont plutôt roses, peut-être plutôt pour les filles, qui sont plutôt vibrantes, plutôt voilà, anatomiquement organisées, avec encore des applications. Mais pourquoi n'aurait-on pas la suite de Fundaware? Voilà. Eh bien, c'est vraisemblablement parce que, encore une fois, on touche les questions qui sont les questions qu'on se pose aujourd'hui sur des choses qui n'existent pas et qui n'ont peut-être pas lieu d'exister. Voilà. Alors, il y aura sans doute un marché qui va l'utiliser, mais ça sera un marché discret. Et donc, du coup, c'est pas ça qui est la killer app, quoi. Avant de lancer le débat, 5e question, évidemment assez pour faire rapidement, parce que je vois déjà l'heure qui avance. Le dépassement humain, vous savez qu'on travaille pas mal cette question ici. On a participé à c'est une revue de poche, là, Les Essentiels d'Hermès, sur l'humain augmenté, qui est très bien faite. En fait, il y a 2 grandes idées dans l'augmentation de l'humain. D'abord, l'humain augmenté, l'idée, c'est vaincre la douleur, la maladie et la mort. Donc aller au-delà de tout ça, arriver à ne plus avoir mal, ne plus être malade, ne plus mourir. Bon, évidemment, ça c'est intéressant. Et l'idée sous-jacente derrière, c'est aussi celle de la convergence. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que les NBIC en convergent vont être capables de nous amener à ça. Et les NBIC, nano, bio, informatique et sciences cognitives, la cognition, quand ces 4 sciences vont être capables de converger, aboutiront à des produits qui seront des produits qui permettront de vaincre la douleur, la maladie et la mort. Il y a une université de la singularité qui existe aux États-Unis. Une antenne en France a été faite en 2015, à nouveau. Et l'idée, c'est qu'on a une singularité, un point de singularité qui arrivera à partir du moment où la capacité de calcul des machines titillera la capacité du cerveau humain. Voilà.
Il a fallu attendre début 2016 pour avoir l'idée qu'en fait, les synapses humaines ne seraient pas à 2 niveaux, simplement connexion, pas connexion, mais auraient 15 ou 16 niveaux, qui fait que ça repousse d'un facteur 15 encore la capacité des machines. Et donc, c'est peut-être pas 2025 ou 2030, comme l'annonçait Kurzweil, mais c'est peut-être 2080, ce point de convergence. En tout cas, il risque d'arriver un jour. Si vous voulez investir aussi sur ces thèmes-là, il y a toujours en 2015, un opuscule qui est sorti par une fondation autour de l'Institut Mines Télécom sur l'humain augmenté, pareil, qui est assez bien fait. Et il y a une exposition en ce moment au Quai Branly, donc qui a lieu, là, que je suis allé voir le week-end dernier pour vous en restituer quelques éléments, qui est une exposition sur les arts premiers, mais qui ramène plein de choses en même temps, et qui pose la question de qu'est-ce qui passe de l'inanimé à l'animé. Vous avez des mises en scène, vous avez des choses comme ça, et il y a ce fameux robot Berenson qui déambule entre les gens et qui donc regarde l'exposition avec les gens. Et les gens regardent le robot, regardent l'exposition. Alors, que peut-on faire, très brièvement? Pour ceux qui n'auraient pas repéré, ce petit point rouge, évidemment, c'est le HAL de 2001 Odyssée de l'espace. On a en France un équipex qui s'appelle Robotex, qui regroupe une quinzaine de laboratoires de robotique qui sont équipés en France. Il y a plein de partenaires, des gens qui sont en train de travailler sur les outils robotiques qu'on peut mettre en place. Il y a un salon annuel qui s'appelle InnoRobot, qui commence à prendre de l'ampleur et qui vraiment essaye de faire le lien entre les académiques, les marchés et les entreprises qui veulent faire la technologie autour des robots. Il y a également cette carte, parue en 2015 à nouveau, de l'ensemble des acteurs qu'il peut y avoir en robotique et donc qui sont constitués en robotique, dont, je le signale, le cluster Aquitaine Robotique, qui est un cluster qui est en local ici, rassemble pas mal d'entreprises qui développent des robots industriels, des robots dans les vignes, des robots, enfin plein de types de robotique, et avec cette cohésion qui est notamment appuyée sur la 3e année commune entre le NNC et l'ENSERB de formation d'ingénieurs à la robotique. Donc tous ces acteurs-là existent, et au niveau du ministère de la Recherche, on a déployé une stratégie nationale de la recherche qui met en place l'aspect collaboration homme-machine et qui se traduit dans les programmes d'action de l'ANR. C'est très technique, mais en tout cas, l'ANR finance des projets autour de la robotique qui sont des projets multidisciplinaires et de transversalité. Bon, je passe les détails là-dessus. Les entreprises sont prêtes aussi à la robotique collaborative. En même temps, les journalistes et l'opinion publique, je l'ai cité ici, parfois titillent un peu en disant voilà, il va se passer quelque chose, Hawking nous fait sa pétition, on a des choses qui apparaissent et qu'on n'est pas capable de maîtriser. Exemple, cette jeune journaliste, très intéressante, qui est allée interviewer 2 chercheurs au LAS, le laboratoire de robotique de Toulouse. Ça aurait pu être d'autres, ils auraient pu interviewer des gens ici ou ailleurs, mais elle est allée interviewer et leur dire voilà, qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, et vous ne croyez pas que vous êtes en train de faire la fin du monde, vous ne croyez pas que vous êtes en train de pourrir tous les gens avec des robots qui vont arriver, qui vont prendre la place de tous les gens. Et les chercheurs, non, c'est pas mon métier, moi je suis chercheur, ça n'a rien à voir et tout ça. Et donc plutôt que de faire un article sur ce qu'elle a vu, l'article il tient en une petite colonne là. Elle a publié 3 lettres. La première, c'est la traduction d'une lettre que Wiener, donc l'inventeur de la cybernétique, a envoyée au chef des syndicats de l'automobile, donc de la manufacture automobile, au moment où il a inventé la cybernétique. Il leur a dit « Est-ce que vous ne croyez pas que ce qu'on est en train de faire en cybernétique, c'est quelque chose qui risquerait de remplacer les ouvriers des manufactures automobiles ?» Donc ça veut dire que le chercheur se posait la question. C'est lui qui posait la question à l'industriel. C'est les syndicats qui ont dit « Non, ça va rien foutre, ça c'est pas grave. Les syndicats, quand même, l'automobile américaine, c'est quelque chose, ne vous inquiétez pas. » Et donc elle est partie de cette idée-là, et elle a publié 2 lettres, qui sont 2 lettres alarmantes, qu'elle donne à 2 chercheurs en robotique en disant « Attention, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous seriez comporté si vous aviez été Wiener à l'époque de la cybernétique ? Est-ce que vous auriez mis des signaux d'alarme ? Est-ce que vos travaux, vous êtes capable de les mettre en perspective avec ce qui se passe dans le monde ? Voilà. Et donc, partant de ces éléments-là, on a eu une motivation au ministère de la Recherche, c'est pour aider à traiter ces questions, il ne faut pas s'en tenir seulement aux questions de sciences humaines, l'économie, le fantasme, etc., tout ce qu'on vient de voir là-dessus. Mais il faudrait vraiment que les chercheurs en sciences humaines et sociales et les chercheurs en robotique co-développent des questions croisées. Et donc on a essayé de faire une cartographie
une cartographie de qu'est-ce qu'il en est actuellement dans le monde et en France de la recherche en robotique et de la part SHS en robotique. Et bien cette cartographie, on vient de la voir là, il y a quelques semaines, elle est présentée, je vais vous la présenter presque en avant-première, on va dire. C'est basé sur le Web of Science, donc les publications scientifiques. Et donc on a cherché à regarder, à croiser les publications scientifiques qui ont comme mots-clés des choses en robotique ou en SHS. Donc on a une cartographie visuelle avec les thèmes, vous voyez les thèmes neurones, etc., qui sont des thèmes qui sortent d'agrégats enfin, je vous passe les calculs là-dessus, bien sûr. On a quelques entrées qui sont autour donc de, vous voyez, cybernétique, robotique, engineering, etc. Ce sont les mots-clés qu'on a choisis pour attaquer le Web of Science, qui n'a pas les mots-clés robotiques. Enfin, le mot-clé robotique, il est très peu utilisé, donc il faut étoffer un petit peu ça. Et on a deux résultats. Le premier, c'est un résultat au niveau international. Donc, on a pris des articles pour avoir une base de 47 000 articles, donc un volume assez important. On a pris 3 thèmes qui sont les thèmes, vous les avez, ici ils sont marqués là mais on ne les voit pas bien, c'est sciences sociales, d'accord, ergonomie et robotique. Ces 3 thèmes-là, on les a plugués sur qu'est-ce que les gens disent sur ces 3 thèmes-là et est-ce qu'il n'y a pas des intersections entre eux. Sur 2010-2014, donc 47 000 articles qui parlent de ça en même temps, eh bien on voit avec des points de chaleur que finalement on met le point de chaleur sur robotique, sur ergonomie ou sur sciences humaines. On se rend compte que ce qui ressort, c'est beaucoup d'articles autour de la robotique, évidemment, et très peu en sciences humaines. Et le seul qui parle de robotique en sciences humaines, eh bien, ce qui est amusant, c'est que celui qui parle de conduite, de driving. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en fait, l'intérêt qui apparaît au niveau mondial sur le croisement entre les sciences humaines et la robotique, c'est les véhicules autonomes. C'est vraisemblablement un signe avant-coureur du premier truc qu'on va se prendre dans la figure, qui est le vrai robot qu'on va voir, c'est la voiture que vous allez avoir automatique. Et ça va profondément vous changer, cette voiture automatique. Parce que ça veut dire que vous allez avoir peut-être une voiture qui, une fois qu'elle vous a posé à votre boulot, eh bien elle repart chez vous. Ou bien elle va faire des courses, ou elle va vous chercher quelque chose, je sais pas. Voilà. Donc ça va vous n'allez plus avoir des problèmes de garage, enfin, ça va complètement nous changer la tête. Vous allez acheter une voiture à plusieurs, on ne sait pas ce qui va se passer. Au niveau français, si on cherche à trouver cette interaction-là, alors au niveau français, pour avoir un corpus d'articles à peu près équivalent, on a pris une zone plus large. Donc évidemment, il y a un biais là-dessus, parce qu'on est allé chercher sur des articles plus anciens. Et le deuxième biais, c'est qu'il a fallu étendre à plus de thèmes que les 3 thèmes qu'on a vus. Il y avait les 3 thèmes qui existaient, on en a rajouté d'autres. Et donc là, ce qui est amusant, c'est que le facteur sciences sociales en robotique, ou les facteurs qui croisent, c'est le facteur sur c'est le thème sur les facteurs humains dans les accidents de la route. Et donc, c'est absolument inattendu pour nous que dans ce bourbier qu'on peut avoir, vous voyez, avec tous les termes localisation, user, cognition, etc., driving, machin, etc., tous ces trucs-là, et puis qui sortent par rapport aux catégories qu'on a, eh bien, au niveau du web mondial, c'est sans doute l'aptitude à conduire qui est le lien entre les sciences humaines et la robotique, et dans le web français, des articles en France, c'est le problème des facteurs humains dans l'accidentologie de l'accident de la route, qui est un problème où on a des gens qui raisonnent l'automatisme et les sciences humaines. Voilà ce qu'on va trouver. Alors après, il faudra l'analyser, aller voir les chercheurs, aller plus loin, mais je trouvais ça assez intéressant de partager ces éléments avec vous. Et pour finir, eh bien, je voudrais donner 2 robots dont j'ai parlé un petit peu. Berenson, donc, ça c'est la photo que j'ai prise de Berenson dimanche au Quai Branly, donc il est vraiment là, je l'ai vu. Il était dans son coin, malheureusement, c'était dimanche, donc il n'était pas actif, il n'était pas, voilà. Et il faudrait que je revienne un jour où il tourne pour pouvoir le prendre en photo, mais j'ai travaillé avec les équipes qui ont mis ça en point. C'est une équipe de Cergy, de robotique de Cergy, et puis une équipe d'anthropologues et d'ethnologues qui ont co-construit ce robot Berenson pour étudier le comportement des gens au milieu de robots. Alors, évidemment, c'est un peu vache ce qu'ils font, parce qu'ils font déambuler dans le Quai Branly ce robot, ils regardent comment les gens se comportent, etc. Et ils apprennent plein de choses sur l'idée d'un robot au milieu des gens. Alors pourquoi c'est vache? Parce que mettez-vous dans la peau du professeur des écoles, qui réussit à amener sa classe visiter le musée des arts premiers. Il réserve un bus, il prend une journée complète, il a tout un programme pédagogique. Et qu'est-ce que les enfants ramènent à la maison? Il y avait un robot. Donc c'est vrai que c'est un peu... Bon, mais ils préviennent quand même, ils préviennent les troupes qui arrivent. Le deuxième robot qui m'amuse aussi,
c'est Hitchbot, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un robot qui a été fabriqué pour faire du stop. C'est-à-dire, il ne fait rien, il ne bouge pas, il a une jolie tête, il a des gants jaunes, vous voyez, et il fait du stop. Et il a un site web, bien sûr, et il capture son environnement avec les images, etc. Et il incite les gens à rajouter des éléments sur leur page Facebook et compagnie. Et donc il a son propre itinéraire, les gens le prennent, le mettent en voiture et le reposent plus loin. Voilà, c'est un robot qui fait du stop, ça sert à ça. Et il vit sa vie, et du coup, il est capable de découvrir des tas de mondes et d'avoir son site web sur lequel le monde s'enrichit au fur et à mesure. Donc ce robot, il voulait vérifier quelle est la nature humaine. Il a parcouru 6000 km au Canada, il a visité l'Allemagne, il a visité les Pays-Bas. Quand il est rentré aux États-Unis, 480 km plus tard, il était désossé à Philadelphie. Voilà. Donc, tous ces éléments sont pour moi confus dans ma tête. Il y a des éléments très positifs sur les robots, vous l'avez compris, des éléments d'interrogation. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, on est dans un monde où l'année 2015 a été une année charnière. C'est l'année aussi où Hitchbot est arrivé. On a eu plein d'éléments qui sont arrivés et 2016 s'ouvre avec ces robots qui sont là et qui sont vraiment là et qui nous posent ces questions. Je vous remercie.